Bien, donc ce soir, on va parler microbes, donc notre microbiome digestif et nos maladies, grand sujet. C'est un sujet qui revient systématiquement à chaque conférence auquel j'assiste ces derniers temps, donc les données par des spécialistes de la médecine évolutive ici aux États-Unis. Et donc il s'agit ce sont eux en fait qui ont compris l'importance de la prise en compte de la santé du ventre dans la prévention et le traitement des maladies classiques d'aujourd'hui, les maladies de notre siècle, donc qui sont maintenant devenues toutes chroniques et dégénératives la plupart. Donc ces spécialistes de la médecine évolutive savent combien notre santé dépend de l'état de notre microbiome. Il y en a qui disent microbiote. Et dès que les choses tournent mal, c'est la porte ouverte à la maladie. Je sais que nous avons derrière nous des décennies de combats contre les microbes, mais aujourd'hui, il faut faire à part des choses. Si on veut conserver la santé, il n'y a plus le choix. Et c'est ce que j'essaye de vous faire depuis plusieurs années maintenant avec l'équilibre anti-candidat, de faire remonter votre niveau de bonnes bactéries et d'un petit peu éliminer les autres, enfin tenir en respect les autres. Et là, aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin. Vous allez voir que il y a encore plus de choses à faire qui sont complètement compatibles avec toute cette approche antifongique que j'ai depuis des années. Alors, ce qu'il faut savoir, moi, comme je vis aux États-Unis et que j'entends parler de ça tout le temps, c'est vrai qu'on me demande souvent ce qui se dit ici. Eh bien, sachez-le, ce qui se dit ici, c'est que les humains et les microbes dépendent les uns des autres. Hein, et que donc notre corps donne des ressources à nos microbes et nos microbes fournissent les fonctions nécessaires à notre santé. Alors, ceux qui font la chasse aux microbes en permanence, ils ont tout faux. Hein. Presque tous les individus sains transportent des microbes capables de provoquer des maladies, et pourtant ils sont sains. Hein. Et c'est l'ensemble des gènes de tous nos microbes que l'on appelle microbiome. C'est lié donc à notre capital génétique. Et ce microbiome change avec le temps. Et ces changements influencent la santé humaine. Alors les docteurs nous ont conditionnés à voir dans le microbe une bête à abattre. Les virus, après tout, sont capables de nous clouer au lit avec une grippe. Les bactéries peuvent nous infliger une angine ou une otite. Bon, mais ce dont il faut se souvenir, c'est que la majorité des microbes ne nous rendent pas malades et sont même indispensables à notre santé. Et en découvrant la façon dont les microbes participent à notre santé, les chercheurs ont fini par comprendre qu'un déséquilibre subtil dans notre population microbienne peut aussi provoquer des maladies et que réparer ce déséquilibre suffit tout simplement pour nous guérir. Cette compréhension peut nous amener à trouver de réels traitements. Et aujourd'hui d'ailleurs, on change les traitements et les nouveaux médicaments ne tuent plus que les bactéries dangereuses en laissant les bonnes tranquilles. Donc ça, c'est dans les médicaments de nouvelle génération qui sont moins idiots que les autres, il faut encore tomber dessus. Mais donc d'autres médicaments ont aussi pour vocation de nourrir les bonnes bactéries et donc favoriser leur population aux dépens de celle des mauvaises bactéries. J'espère que vous comprenez bien ce que je viens de dire. Il y a des médicaments maintenant qui sont capables d'aider les bonnes bactéries à se développer aux dépens des mauvaises. Alors, la recherche a identifié les maladies dont la source était intimement liée à un déséquilibre du microbiome. Et donc, il y a une liste, enfin, je vous ai fait une liste de ce qui est le plus fréquent, de ce qu'on rencontre le plus fréquemment avec des problèmes de ventre. Vous avez déjà entendu parler de ça, à mon avis. Il y a l'acné, il y a l'asthme, il y a les allergies, l'autisme, les maladies auto-immunes, le cancer, la carie dentaire, la dépression, l'anxiété, le diabète, l'eczéma, l'ulcère gastrique, le durcissement des artères, l'inflammation des intestins, la malnutrition, la malabsorption et l'obésité. Donc, grosso modo, c'est ce qu'on rencontre déjà quand on a des problèmes de candidose. Et vous allez voir à quel point les deux sont complètement liés.
Donc, de toute façon, il n'y a pas de problème de microbiome sans candidose et inversement. Hein, les deux sont enchevêtrés, sont interdépendants. Mais alors, ce que les chercheurs ont compris, qu'est-ce qui se passe lorsque l'acné est traité par antibiotiques? Eh bien, c'est que les antibiotiques tuent les mauvaises bactéries autant que les bonnes, et que ça entretient l'absence de bactéries qui sont supposées protéger nos follicules contre l'infection. Donc, en fait, en donnant un antibiotique, comme par exemple contre de l'acné, hein, on va en même temps enlever les bactéries qui provoquent les boutons et aussi celles qui protègent le poil contre l'infection. Donc, c'est un petit peu, ça va à contre-courant. Et dans ces cas-là, il va falloir uniquement tuer les bactéries qui sont à la surface de la peau, pas celles qui servent aussi à protéger le reste. Hein. On peut rééquilibrer le microbiome d'une personne malade en lui implantant les selles d'une personne saine. Non, non, faites pas cette tête-là. Non, non, on ne veut pas une perf avec un peu de caca, etc. Non, non, c'est beaucoup plus. Et bon, en tout cas, ça marche très bien. Ça permet d'avoir une totale rémission et ça montre à quel point on a besoin de contact avec des bactéries. Parce que le danger vient de l'excès de désinfection. La désinfection nous coupe d'un contact important avec les bactéries. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que la plupart la grosse majorité des gens qui viennent vers moi sont des gens qui travaillent en milieu hospitalier et qui subissent cet excès de nettoyage. Bon, bien qu'il y en a qui disent que c'est pas suffisamment désinfecté dans les hôpitaux, mais dans tous les cas, c'est là où il y a le plus de bactéries qui résistent, etc. Bon, ça sera encore un autre webinaire. Donc, les lotions désinfectantes pour les mains, les filtres à air conditionné, les nettoyants antimicrobiens, tout ça, ça coupe notre système immunitaire d'une source normale de contaminants auquel il peut s'adapter au jour le jour, auquel il doit apprendre à s'adapter. Hein, et quand on lui enlève tout ça, eh ben, quand il se retrouve face à une bébête à abattre, eh ben, il est coincé, tout simplement. Et ça le fragilise. Coupé de sources de contaminants, eh ben, notre système immunitaire ne sait plus faire la différence entre une mauvaise et une bonne bactérie. Voilà. Il n'a pas été entraîné à voir la différence. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on conseille aux nouveaux parents de laisser jouer les enfants dans un bac à sable public et surtout d'avoir des animaux de compagnie. Hein. Un bon gros coup de langue d'un chien, c'est une bonne façon de récupérer plein de bonnes bactéries, peut-être les mauvaises aussi d'ailleurs. Mais bon, un changement subi dans nos habitudes alimentaires et la prise d'antibiotiques, eh ben, ça affecte notre microbiome intestinal et ça finit par endommager notre immunité. Et c'est ça qu'il faut reconnaître, dont il faut se souvenir. Hein. Alors maintenant, il y a un autre sujet dont je parle beaucoup dans l'équilibre anti-candidat, c'est l'autisme. Et les chercheurs ont enfin révélé combien l'autisme a sa source dans une prédisposition génétique, donc ça je vous l'ai déjà expliqué, et que quand on a cette prédisposition génétique, il faut très peu de choses pour qu'un facteur déclenchant, en général issu de l'environnement, aille provoquer le déséquilibre. Et en fait, une étude a montré que les enfants atteints d'autisme n'ont pas les mêmes microbes intestinaux que les enfants sans ce syndrome. Ils ont déjà une forme de déficience microbienne à ce niveau-là. Et il se trouve que les autistes ont très fréquemment des problèmes gastro-intestinaux. S'il y en a parmi vous qui ont des enfants autistes, ils doivent le savoir. Et ils sont en plus très pénibles, on n'arrive pas à leur donner à manger, ils sont extrêmement sélectifs. Et le tout, ça rassemble évidemment les facteurs classiques de candidose chronique. Tous les enfants qui sont atteints de candidose ne vont avoir envie que d'un certain type d'aliments, ceux qui vont continuer à entretenir la propagation du candida. Et les autistes, en général, ont un bon niveau d'infestation par candida albicans. En ce qui concerne les caries, c'est drôle parce que moi, j'ai des parents qui me contactent en me disant « je comprends pas, on impose une super hygiène buccale à notre enfant et malgré tout petit déjà, il a plein de problèmes de caries, on ne sait pas d'où ça vient. » Eh bien si, parce qu'il n'y a pas que le sucre qui soit impliqué dans la formation des caries. Hein. La plaque dentaire contient des centaines d'espèces de microbes et en elle-même, la plaque, elle n'est pas dangereuse.
Hein, c'est le sucre, s'il est en contact avec certaines de ces bactéries, qui va se transformer en acide, qui va faire des trous dans l'émail. Mais chez un enfant qui mange pas de sucre, hein, bon, c'est clair, quand il y a du sucre, les bactéries, elles vont rentrer dans la dent, d'accord, etc. Mais il y en a beaucoup à qui on donne absolument pas de sucre, etc., qui n'ont rien, et pourtant qui ont quand même des bactéries, parce que les personnes qui souffrent de beaucoup de caries n'ont pas les mêmes bactéries que celles qui ont des dents parfaites. Et voilà. Et ça, j'en parlais avec une cliente qui, je sais pas si elle est là aujourd'hui, qui est dentiste, et elle me l'a confirmé. Les dents, ça vient du ventre. Okay, la santé des dents vient du ventre. Et donc, parmi toutes les bactéries qu'on a dans la bouche, il n'y en a que très peu, en fait, qui provoquent les caries. Hein. Et le but, c'est donc de viser ces bactéries-là, celles qui provoquent les caries, et pas d'éliminer les autres, parce que les autres, elles vont les protéger, nos dents. Donc, il faut qu'elles restent là. Il faut éliminer le sucre et viser les mauvaises bactéries en aidant les bonnes à se développer. C'est tout bête. Alors, ensuite, on a cette dépression et l'anxiété qui sont aussi des grosses conséquences d'un problème de ventre. Alors, on comprend enfin les connexions qui existent entre les microbes et le comportement. Même les psychiatres le savent. S'ils vous en parlent pas, c'est qu'ils veulent pas que vous le sachiez, hein, mais normalement, ils le savent parce que il y a toute une tripotée d'études qui l'ont confirmé. Hein. Enfin, en tout cas, ici aux États-Unis, peut-être pas en France, parce qu'en France, ils sont toujours en retard par rapport à ça, mais ici, ça fait longtemps que c'est démontré. Donc, on le sait depuis longtemps, que ça influence le comportement. Et les problèmes intestinaux issus des déséquilibres bactériens, on va les associer à la dépression, à l'anxiété et à d'autres symptômes mentaux. Et tout simplement parce que le nerf vague, c'est un des nerfs crâniens qui relie le ventre avec le cerveau, fait circuler des informations dans les deux sens. Hein, et la stimulation de ce nerf est parfois utilisée pour traiter la dépression. Donc, on va traiter la dépression en restituant l'équilibre du microbiome intestinal par l'absorption d'un certain type de bactéries. Le diabète, c'est pareil. Alors, j'entendais l'autre jour à vos infos que le diabète, ça grimpe. Ben oui, mais il faut même pas se demander pourquoi. Alors, évidemment, il y a l'insuline qui signale à nos cellules quand aller chercher du glucose dans le sang. Hein. Il y a des personnes qui souffrent de diabète 2 qui répondent moins rapidement à ce signal que normal. Hein, on dit qu'ils sont insulino-résistants. Et on va les laisser, si on les laisse sans rien faire, ben leur taux de sucre dans le sang, il va devenir trop élevé. Il va finir par endommager les yeux, les reins, les vaisseaux sanguins et les nerfs. Hein. Et pourtant, ben, c'est ce qu'on fait. Parce que vu ce qu'on donne à manger aux gens, les médicaments qu'on leur donne, enfin, on fait tout pour que il y ait une augmentation du nombre de diabétiques 2. Hein. Les 1, c'est différent parce que ça, c'est, je dirais, c'est presque congénital. Enfin, on choisit pas vraiment cette situation-là. Mais les 2, c'est parfaitement contrôlable et réversible. Et l'augmentation du nombre de diabétiques 2 aujourd'hui est en totale corrélation avec la profusion d'aliments riches en mauvaises graisses, sucres et produits raffinés qu'on nous balance partout. Et il y a des chercheurs à Amsterdam qui ont montré que il est tout à fait possible de rétablir un bon équilibre microbien dans les intestins des diabétiques. Moi, je le sais parce que j'ai des clients à qui c'est arrivé. Hein. Et en même temps, on arrive à faire disparaître la résistance à l'insuline. Voilà. Donc, tout ça, c'est faisable. Si vous avez dans votre entourage des gens qui en souffrent aussi, ou vous en souffrez, sachez que c'est tout à fait faisable. Il y a un autre cas, voilà, ça c'est pénible, l'eczéma et le psoriasis. Moi, j'ai vu beaucoup ça chez des enfants qui se réveillaient en sang tous les jours, tous les matins. L'eczéma, c'est assez compliqué. Ça peut être le résultat d'un système immunitaire qui n'a pas été correctement entraîné à faire son travail. C'est ce qui est en général le cas. Mais c'est beaucoup chez des gamins qui ont récupéré ça de leur mère, hein, qui ont récupéré une mauvaise qualité de microbiome intestinal de leur mère, qui souvent, en général, ont développé une magnifique candidose pendant leur grossesse. Puis aussi des prédispositions génétiques à la candidose et à l'eczéma. Hein. Mais bon, les plaques de peau affligées d'eczéma contiennent des microbes qui sont tout à fait différents de ceux qui vivent sur une peau saine. Et ça, c'est quand même révélateur. On sait que certains microbes vont produire des substances qui nous aident à conserver une peau saine. Donc, il faut bien cultiver ces microbes-là. Et donc, il ne faut pas éliminer systématiquement toutes les formes de microbes. Il ne faut pas se désinfecter, encore une fois. Si vous avez vraiment des problèmes d'eczéma, j'ai tout un super protocole qui est affiché sur le site sur Club Équilibre Naturel. Dans les ulcères gastriques,
ça aussi, ça c'est un sujet très très fréquemment qui revient toujours chez les gens qui ont des problèmes de candidose. Et donc, ces gens-là ont forcément un problème de microbiome. Il faut savoir qu'un système digestif sain est doté d'une couche de mucus protectrice à l'intérieur. Et on a découvert que la plupart des ulcères gastriques étaient provoqués par de l'Helicobacter pylori, c'est une bactérie. Et du coup, on a utilisé des traitements aux antibiotiques très puissants pour traiter cette bactérie. Mais il se trouve que on trouve de l'Helicobacter pylori chez la moitié des personnes saines. Et pourtant, la majorité de ces personnes saines ne développent pas d'ulcères. Elles ont rien. Elles ont de l'hélicobactère à l'intérieur, mais elles n'ont pas d'ulcères. Vous pouvez tout à fait avoir... je vais vous dire un truc. Quand ils veulent trouver quelque chose, ils le trouvent. On peut vous trouver l'hélicobactère alors que vous n'avez aucune raison de le traiter. Si on vous le traite, on va vous rendre malade, ça c'est sûr, parce qu'on va vous dégommer tout ce qui est bon au niveau bactérien tout autour. On ne va pas attaquer que l'hélicobactère, ok? Donc, il y a quand même des gens qui sont prédisposés aux ulcères et pas d'autres. Il faut garder ça à l'esprit. Et ça signifie aussi que l'alimentation joue un grand rôle dans cette différence. Ça, c'est évident. Il ne faut pas le négliger. Il y a des aliments qui changent le niveau d'acide de l'estomac et donc qui vont le rendre plus ou moins attirant pour certains types de bactéries. Donc, il faut souligner que l'Helicobacter pylori est important en plus dans le développement d'un système immunitaire sain. Il en faut. Il ne faut pas à tout prix éliminer un hélicobactère, surtout s'il ne vous fait rien. Il faut le garder parce qu'il fabrique, il aide votre système immunitaire à correctement se développer et être sain. Donc les personnes qui ont déjà été exposées à l'hélicobactère, ça a été montré, vont être moins susceptibles que d'autres à développer de l'asthme, par exemple. Donc, vous ne rendez pas asthmatique en dégommant à tout prix l'hélicobactère à coup d'antibiotiques. Alors, il y a des personnes qui ont leurs artères qui s'encrassent et durcissent et qui ne s'en rendent même pas compte, jusqu'à ce que quelque chose de grave leur arrive. Et il y a des chercheurs qui ont récemment trouvé que cette plaque-là qui s'accumule dans les artères contient des bactéries qu'on ne trouve normalement que dans la bouche. Et la connexion entre la plaque dentaire et la plaque des vaisseaux sanguins nous fait nous poser certaines questions, comme est-ce qu'une bonne hygiène buccale peut participer à la prévention de l'accumulation de plaques dans les artères? Est-ce que l'évaluation de la qualité de la plaque dentaire nous permet d'évaluer aussi l'état de nos artères? Et est-ce que le traitement de la plaque dentaire permet de traiter aussi la plaque artérielle? C'est un petit sujet à méditer. Tout ce que je peux vous donner comme conseil, c'est de vous rincer la bouche avec des huiles essentielles et pas avec le type de cochonnerie à base d'alcool et de je sais pas quoi qui vendent dans les magasins, qui sont très chers pour ce que c'est, beaucoup trop sucrés, alcoolisés. Enfin, c'est une cochonnerie. Alors que je mets ça sur le site. Là, si vous cherchez dents, vous allez tomber sur mon mix, mon rinçage de bouche maison qui se fait très facilement avec 3 huiles essentielles que vous pouvez avoir sans arrêt à portée de main. Ça va vous durer des années. Vous pouvez faire ça autant que vous voulez. Et ça, au moins, c'est hyper efficace contre la plaque dentaire sans esquinter les bonnes bactéries. Alors, on inclut dans les maladies de l'intestin inflammé la maladie de Crohn, la colite ulcérative, et c'est des maladies douloureuses et débilitantes. Et les interactions entre microbes et cellules de la paroi intestinale y sont pour beaucoup. Il faut savoir que certaines bactéries, comme ce cher Candida albicans, produisent des toxines irritantes. Je vous en ai déjà parlé, les mycotoxines du Candida, qui endommagent la muqueuse des intestins. Et les personnes qui souffrent de la maladie de Crohn ont des prédispositions génétiques qui changent la façon dont les cellules interagissent avec des microbes. C'est surtout ça le problème, c'est des prédispositions génétiques. Et donc, il suffit simplement de décourager la croissance de cette bactérie, mais surtout d'encourager la croissance de celle qui supprime la mauvaise bactérie.
Et pour ça, il n'y a rien de tel que, encore une fois, d'utiliser les huiles essentielles. Et je vous montrerai ça tout à l'heure. Il y a des huiles essentielles qui vont contrôler le développement du candidat et des autres bactéries et qui vont stimuler le développement des bonnes bactéries. Alors la malnutrition, c'est quelque chose dont je parle sans arrêt, qui revient, c'est un sujet qui revient beaucoup parce que il y a la malnutrition qui est provoquée par le manque de nourriture, c'est quelque chose qui n'arrive plus aujourd'hui. Par contre, aujourd'hui, on a celle qui est provoquée par le manque de nutriments. Ce qu'on mange est de plus en plus pauvre nutritionnellement parlant, et ça signifie que il y a des personnes qui ne mangent que des aliments de très bonne qualité et qui cependant sont dans un état de malnutrition évident, qui ne grossissent pas, qui guérissent pas. Et ces personnes-là n'absorbent pas correctement leurs aliments, c'est tout simplement ça. Ils ont des intestins inflammés qui n'absorbent pas. Bon, c'est le cas des gens avec une maladie de Crohn, par exemple, mais n'importe qui avec de la colopathie, avec tout ce qui... Dès que les gens ont des problèmes de gonflement permanent, des douleurs abdominales, des réactions, des sensibilités alimentaires, c'est des gens qui ont de l'inflammation intestinale et qui ne digèrent pas et qui absorbent pas. Et donc, il faut absolument travailler sur ce qui va aider les intestins à retrouver un bon équilibre bactérien pour les aider à se relancer dans cette absorption de nutriments. Et ça, c'est tout un travail. Il faut absolument réparer les intestins pour absorber correctement. Et sans absorption de nutriments, encore une fois, il n'y a aucune chance de relancer une bonne immunité et de se guérir de n'importe quel type de maladie. Je dis ça comme ça, entre nous. On a aussi trouvé que des personnes fines n'ont pas les mêmes microbes que les personnes obèses dans leur intestin. Et donc, pour faire maigrir des personnes obèses, il faut aussi faire changer la population bactérienne de leurs intestins. Et l'obésité, c'est quelque chose qui, dans la majorité, s'hérite. C'est un déséquilibre qui fait intervenir des gènes qui se transmettent de parents en enfants. Et plusieurs études ont démontré le lien qui existe entre l'obésité et le microbiome. Une alimentation riche en sucre et hydrates de carbone raffinés est mauvaise pour les bons microbes des intestins. Et c'est marrant parce que je vois ici aux États-Unis, évidemment, l'obésité, c'est dramatique. Et quand on voit des émissions sur des obèses, alors ils se font réduire l'estomac pour moins manger. Bon, c'est une façon comme une autre d'aborder le problème. C'est clair qu'on peut commencer par ça. Mais alors, je les vois manger des trucs, mais mon Dieu, les pauvres, alors ils se font mourir de faim, mais en mangeant des machins atroces. Alors, on leur demande de consommer du bouillon d'os, du bouillon de poule. Et ben, au lieu de se faire du bouillon de poule qui va avoir du coup un effet thérapeutique, ils ouvrent un paquet, une sorte de pack là, de bouillon de poule tout prêt, qui n'a absolument plus rien à voir. Et personne ne leur dit rien. Et je les vois manger des tout petits morceaux de sandwich avec du pain bien blanc et une mayonnaise bien atroce au milieu. Enfin, des trucs, mais ça change tout. C'est pas une question de calories, c'est une question de qualité d'aliments. Et ça, c'est difficile de le faire comprendre. C'est incroyable. Donc, il faut absolument cultiver des microbes qui nous aident à rester minces. Et c'est pas ceux-là qu'on va trouver dans des produits tout préparés et des trucs industriels, ça c'est clair. Et voilà, les microbes, et c'est pas les mêmes qui vont nous faire grossir et ceux qui vont nous faire rester minces. C'est tout ce qu'il faut se retenir. En fait, les obèses, ils conservent une forme de population de microbes qui savent extraire l'énergie des aliments et qui disent au corps de stocker cette énergie en gras. Voilà, donc ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, tant que ça n'a pas été reprogrammé autrement, ça changera pas. Alors, il faut quand même aussi apprendre aux obèses que les huiles essentielles, ça fonctionne aussi pour changer la programmation de l'ADN. Tout ça, ça nous concerne tous. Vous avez vu combien il est facile de déséquilibrer son capital bactérien et toutes les conséquences que ça a. Alors, peut-être que vous vous sentez concerné. Si c'est le cas, vous vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls. On est absolument tous concernés.
Vous vous doutez aussi que tout converge à assaillir notre équilibre bactérien, hein. On est tous menacés par la prise de médicaments, par le stress, la faiblesse nutritionnelle de nos aliments, la pollution environnementale, la négativité des gens autour de nous. Et bon, bah, il faut quand même travailler sur la flore, hein. Vous savez sans doute que vous devez soigner votre flore. Qu'est-ce qui se passe quand vous prenez des probiotiques? Eh ben, ça fonctionne peut-être quelque temps ou pas. Vous trouvez que ça marche mieux sur les autres, peut-être. Vous ne comprenez pas pourquoi chez eux et pas chez vous, hein. Alors vous testez plein de produits qui agissent sur la flore intestinale, mais ça se limite pas qu'à ça, quoi. Il est normal d'avoir un peu peur de ne pas y arriver. Moi, je dis souvent, prenez des probiotiques quand tout va bien, parce que les probiotiques, c'est pas eux qui vont régler vos problèmes énergétiques et la programmation de l'ADN. Vous avez vu à quel point tout ça, c'était lié, hein, à une question de programmation de l'ADN. Donc, le probiotique isolé ne sait pas tout faire, hein. Il faut chercher nos probiotiques dans les aliments. Ça, c'est ce qu'on n'arrête pas de dire ici. Ça fait des mois que j'entends ce discours. Cessez de chercher vos probiotiques dans les gélules. À moins que vous n'ayez pas le choix, vous voyagez, vous ne pouvez pas maîtriser ce que vous consommez. Bon, là, évidemment, il n'y a pas tellement de choix. Mais au jour le jour, enfin tous les jours, non. Il faut avoir dans l'esprit de consommer des choses qui vont enrichir cet aspect-là. Et puis, il faut avoir une approche intégrative, donc celle qui intègre tout, évidemment. Il faut éliminer le plus possible de facteurs déséquilibrants, on en a parlé. Il faut agir aussi sur le terrain, sur toutes vos faiblesses, hein. Et donc, vous allez me dire que c'est pas facile de savoir faire ça. Mais c'est pas de votre faute, c'est un peu le lot de tout le monde, hein. C'est pour ça que je vais vous dire comment y arriver sans vous prendre la tête avec toutes ces questions. D'autant que pour toutes les maladies dont je viens de parler, il faut quand même s'adapter. Mais avant, je vais vous donner de quoi vous aider, quoi que vous ayez, hein. C'est tout simple, il faut agir à la fois sur l'immunité et sur les mauvaises bactéries. Donc, il faut que vous profitiez du pouvoir immunomodulateur et antifongique des huiles essentielles. Et les huiles essentielles à dominante d'alcool ont une activité anti-infectieuse directe au niveau des souches pathogènes intestinales. C'est ça qu'il faut retenir. C'est des huiles qui font baisser la concentration des neurotoxines de l'organisme. Et il faut donner du pouvoir à vos probiotiques avec ce mélange à masser sur le ventre ou à utiliser en suppositoire. Donc, je vous donne tout là. Je vous donne une recette à masser, donc avec de l'huile de coco, du palmarosa, de l'arbre à thé, du thym. Et je vous mets aussi des suppositoires. Vous faites le même mélange dans des moules à suppositoires et vous en mettez au moins un par jour. Les moules à suppositoires, je vous dirai où en trouver. Alors, les probiotiques et prébiotiques. Alors, les prébiotiques, c'est des fibres qui nourrissent les bonnes bactéries qui sont présentes dans le côlon, hein. Elles servent de fertilisant pour les bonnes bactéries qui ont alors une chance de dominer en nombre la présence des mauvaises bactéries. Et si vous consommez en plus quelques aliments qui donnent des bonnes bactéries, bah vous avez tout ce qu'il faut. Alors là, je vous ai fait la liste de ce qui est prébiotique. Donc, il y a des tomates, des artichauts. C'est un exemple, hein, il y en a encore plus, hein, des oignons, des pois chiches, des légumes verts, des asperges, des graines de lin, des poireaux, hein, tout ça c'est des fibres particulières, hein, des fibres qui s'adaptent vraiment à ce travail de prébiotiques. Et puis à côté, il y a les probiotiques qu'il faut prendre en même temps, qu'il faut aussi consommer ces deux-là doivent travailler ensemble, hein. Il y a les yaourts pour maison de préférence parce qu'ils ont une plus grosse concentration en bactéries. Il y a le kéfir. Ça, c'est un de mes trucs préférés, le kéfir. La choucroute crue, ça, j'en mange quasiment tous les jours. Le kimchi, dès que vous allez au coréen, il faut se jeter dessus. Le jus de noni tahitien, bon, ça, si vous pouvez en faire une habitude quotidienne, c'est encore mieux aussi. Le kombucha, vous pouvez vous le faire vous-même à la maison. Il y a plein de kits à kombucha. Le tamari, voilà, c'est une version, voilà, c'est de la sauce de soja, vous pouvez en mettre partout aussi. Et puis, il faut soigner l'énergie du côlon. Parce qu'avoir un microbiome équilibré, ça a un impact sur le côlon et son énergie. Et ça, c'est pas difficile à repérer, hein.
Quand vous avez cellulite, peau sèche, carie, constipation, diarrhée, hémorroïdes, douleur du bas du dos, etc., tout ça, eh ben, ça veut dire qu'il y a vraiment un problème de côlon au niveau énergétique et vous avez besoin de le soutenir avec des huiles qui vont le chouchouter, comme le néroli, le palmarosa, l'eucalyptus globuleux, le poivre noir, tout ça en massage sur le ventre et les avant-bras. Hein. Et c'est des choses que vous allez pouvoir utiliser à vie. C'est des huiles qu'il faut que vous ayez tout le temps avec vous. C'est quelque chose que vous devez comprendre. C'est pour la vie. Pas parce que vous allez une fois vous faire traiter contre un problème de flore que ça ne va pas se reproduire. Parce que, encore une fois, on est dans un environnement qui casse tout. Donc notre environnement ne va pas se dépolluer du jour au lendemain. Vous n'allez pas cesser d'aller manger chez des copains, vous n'allez pas cesser d'aller au resto, vous n'allez pas cesser de prendre l'avion, vous n'allez pas cesser d'aller dans d'autres pays. Donc vous devez maîtriser ce qui protège votre flore. Qu'est-ce qui la nourrit tous les jours? Qu'est-ce qui ne va pas lui faire de mal? Hein? Ça s'invente pas. Ça nécessite quand même un peu d'éducation, parce qu'en face, vous avez quand même des trucs comme l'acné, comme l'asthme, comme les allergies, l'autisme, encore une fois, les maladies auto-immunes, le cancer, les caries dentaires, la dépression et tous les autres dont on a déjà parlé. Hein. Donc, pour faire court, si vous voulez ne plus tomber malade, vous devez comprendre que la racine de vos problèmes de santé, c'est pas le virus ou la bactérie qui vous attaque, c'est la combinaison de votre exposition aux toxines, la déficience nutritionnelle, la dysbiose dans vos intestins, une infection bactérienne du système digestif. Ça, c'est tout un programme. Hein. Personne va vous donner le mode d'emploi. Il faut penser à tout. Hein. Il faut spécialiser dans le sujet pour trouver quoi faire. Et il faut savoir, il faut avoir la bonne approche. Hein. Personne va vous le dire. Bon, moi j'entends ça parce que j'ai des spécialistes américains qui passent leur temps à en parler entre praticiens et c'est des choses que j'entends. Donc il n'y a que à la limite que moi qui pourrais vous en parler. Enfin, j'espère qu'il y en a d'autres en France qui pourront vous en parler. Hein. L'info c'est très bien, mais il faut encore agir. Et pour agir, moi je vous ai mis au point un petit truc là, un mode d'emploi. Comme je vous le disais, il faut être vraiment spécialiste pour s'y retrouver. De même que je vous ai mis tout au point dans l'équilibre anti-candidat, bon, je ne vais pas réécrire tout un truc là-dessus, hein. Mais j'ai fabriqué un petit mode d'emploi sous forme de vidéo juste pour ça, qui vous explique pour une fois pour toutes quoi faire, et ça complète l'équilibre anti-candidat, et vous avez juste ça à suivre. Vous avez tout ce qu'il faut pour réparer, soulager votre muqueuse intestinale, remonter votre immunité, nettoyer vos toxines, réduire la candidose, relancer votre capacité d'absorption, savoir utiliser holistiquement les huiles, hein, parce que je vous mets ça avec Aroma Pro Mini qui vous donne toute la base. Et là, vous n'avez plus besoin de personne pour vous soigner. Vous avez vraiment le plus important, vous avez la base, hein, basiquement. Donc concrètement, donc, comme je vous le disais, c'est des vidéos, avoir à volonté des exercices pour apprendre à maîtriser le plus possible des situations. Hein, ce type d'approche, c'est pas pour tout le monde, hein, c'est clair. Si vous n'avez pas envie de faire d'efforts sur vous, c'est pas la peine. Vous mieux prendre des pilules. Je m'adresse vraiment que à ceux qui sont capables de se remettre en question au niveau de leur style de vie, ceux qui veulent se dresser seuls face aux éventuelles critiques de ceux qui n'ont pas le courage de changer. Donc il y a les 7 vidéos d'Aroma Pro, c'est utiliser les huiles essentielles, appliquer les huiles sur la peau, la sécurité des huiles, la stabilité chimique des huiles, la propriété chimique des huiles, des familles chimiques, des huiles essentielles des enfants et celles de la grossesse et de l'accouchement. Ça, c'est le B.A.-BA. C'est la base de chez base. Et en face, vous avez le mode d'emploi de la réparation de vos intestins. Alors ça, je suis assez contente de ce que j'ai fait. Je vous ai fait un truc en vidéo avec le support PDF à imprimer qui va avec. Et ça vous rassemble vraiment tout ce que vous devez faire, tout ce que vous devez manger, pas faire, pas manger, pour donner une chance à vos intestins de se réparer. Et du coup, vous n'avez pas besoin de faire un régime anti-candidat à vie. Hein. Vous utilisez le régime anti-candidat pendant en gros 3 à 6 mois maxi, histoire de vraiment faire chuter la bête. Et contrairement à ceux à qui je n'ai pas d'alternative et qui du coup se mettaient au régime pour des années, au moins grâce à ce système-là, vous pouvez recommencer à manger des choses, parce que je vous dis surtout quoi manger.
pour entretenir ce bon équilibre bactérien. Et donc, le but, c'est de vous réparer pour ne surtout plus tomber malade. Et ça vous explique comment. Voilà. Donc, il n'y a personne qui le fera à votre place. C'est clair que ça demande de changer, ça demande de faire du sur-mesure. Et ça fonctionne, hein, même si vous débutez, même si vous n'avez jamais utilisé d'huile essentielle, même si vous avez une maladie auto-immune chronique, même si vous prenez encore des médicaments, il faut vous lancer et montrer à tous que vous pouvez le faire.